Ça t'a donné des outils pour créer ton entreprise. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris m'a donné une grande force de caractère, je pense, une envie d'aller plus loin, toujours se dépasser. Et j'aime souvent dire que finalement, même quand on est pompier, on crée une entreprise, on crée un projet en urgence tout de suite, parce que quand on arrive sur un accident ou sur un incendie, il faut tout de suite mettre des choses en place. Donc il y a une conduite à tenir, il y a un process en réalité, dans l'urgence. Donc ça rejoint un petit peu aussi le métier de start-upper. Il y a des passerelles. L'entrepreneuriat, c'est une drogue. Franchement, on a envie d'y aller et on sait qu'on va se prendre des murs, on sait que ça va être difficile, on sait qu'on va perdre de l'argent. Et je ne sais pas pourquoi on est attiré par ça. On y va encore. C'est comme un shooter, un parachutiste va se lancer. Au début, il y a peut-être une appréhension et puis en fait, après, ça devient une drogue. Quelle est ta définition de l'ambition ? Pour moi, l'ambition, si je devais la décrire, c'est une coque de 20 mètres de long, des mouettes au-dessus de la tête et puis un verre de vodka martini à la main, au shaker, pas à la cuillère. Les passionnés de James Bond se reconnaîtront. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Enquête d'ambition, le podcast qui part à la recherche des ambitieux. Aujourd'hui, nouvel invité, nouveau format, puisque du coup avec mon partenaire Deal Street, avec Steven, vous allez avoir la chance d'avoir 2 caméras et pouvoir me découvrir autant que notre invité. Alors avant de commencer et découvrir la nouvelle personne qui va venir présenter sa solution et parler bien évidemment de l'ambition, je voudrais remercier quelques partenaires. Déjà premièrement, le labo à Orléans qui nous accueille et qui nous permet de réaliser ces podcasts. Puis-je remercier également Thomas Moisan du média Orléans Capital qui met en avant les porteurs de projets au sein de la région Centre-Val de Loire. Et puis, une dernière personne, tout dernier partenaire, Gaël Worgeld de Opic, qui permet de mettre à disposition des lieux atypiques pour le coworking. Bonjour Vincent. Bonjour Alexandre. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de ta solution, on parle de Wello. Alors, avant tout, j'aimerais que tu puisses nous parler de ton parcours professionnel, de tes expériences, qui t'ont conduit ensuite à fonder Wello. Alors j'ai 42 ans et j'ai un parcours un petit peu atypique parce qu'en fait mon métier d'origine c'est pompier. J'ai été pompier de Paris et je suis un jeune retraité de l'armée maintenant. D'accord. Donc ça donc c'est complètement à l'opposé de J'ai toujours voulu être pompier. À 12 ans j'étais JSP, à 16 ans pompier volontaire, à 18 pompier de Paris. Mais en parallèle j'ai toujours été fasciné par les technologies web, par l'informatique. Et j'ai fondé ma première start-up à 26 ans en 2008. J'ai créé le premier site de tuto vidéo en France. D'accord. Ah oui, donc effectivement, donc là, le domaine de la vidéo, tu connais quand même. Tu sais comment ça fonctionne. Voilà, j'ai quelques notions. Alors, c'est avant de partir vraiment sur Wello, si tu as créé ta première structure à 22 ans, c'est ça ? 26. 26. Donc c'est quelque chose qui était déjà en toi, peut-être même quand tu étais plus jeune, tu avais envie d'être patron. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on a dans la famille, puisque mes parents étaient déjà des entrepreneurs. Et puis l'entreprise, en fait, c'est un projet, c'est créer un projet. Et j'aime souvent dire que finalement, même quand on est pompier, on crée une entreprise, on crée un projet en urgence tout de suite, parce que quand on arrive sur un accident ou sur un incendie, il faut tout de suite mettre des choses en place. Donc il y a une conduite à tenir, il y a un process en réalité, dans l'urgence. Donc ça rejoint un petit peu aussi le métier de start-upper. Il y a des passerelles. Il y a des passerelles, il y a forcément quelque chose. Il faut être un peu créatif aussi parce qu'on a toujours, les bouquins avec une conduite à tenir par défaut. Mais quand on arrive sur le terrain, c'est pas du tout comme sur les bouquins. Donc là, on doit s'adapter et je pense qu'en fait, c'est justement un point fort de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur. Savoir s'adapter à n'importe quelle situation. Ça t'a donné des outils de ce fait pour créer ton entreprise. Ouais, la brigade m'a donné, donc la brigade des sapeurs-pompiers de Paris m'a donné une grande force de caractère, je pense, une envie d'aller plus loin, toujours. Alors justement, comment on passe de pompier, alors même si tu avais fait quand même une structure avant, mais comment on passe de pompier à créateur de start-up ? En fait, lorsque j'étais à Montmartre, j'avais un passage à la caserne de Montmartre.
où j'étais un peu le monsieur informatique, donc on venait toujours me demander comment régler tel ou tel ordinateur, iPhone. L'iPhone se vend bien et on me demande d'en régler 4, 5 d'affilée. Je me suis dit, mais je vais faire une vidéo et je vais créer un site web. Voilà. Et donc en fait, c'est là que naît un petit peu, peut-être qu'on est entrepreneur dans l'âme, mais en fait, on sent que la graine commence à germer et on se dit que c'est passionnant de créer un projet, et notamment dans un milieu qui nous intéresse. Moi, en l'occurrence, c'est l'informatique. Donc, j'ai évolué comme ça pendant plusieurs années avec ce site. Et puis, en 2016, l'envie d'entreprendre était vraiment plus forte que moi et envie d'essayer des choses. Donc, j'ai créé des sites de e-commerce. Je me suis aussi lancé dans l'immobilier. J'ai fait, oui, donc tu as été un petit peu... J'ai fait pas mal de choses, particulièrement dans l'informatique. J'ai développé un peu de compétences dans les serveurs web, etc. Donc voilà, je pouvais proposer de la création de sites web, de la maintenance, mise à jour, un peu de sécurité technique de base. Je ne suis pas non plus un expert, que les experts qui regardent cette vidéo me lancent pas des tomates tout de suite. Mais tu es un petit peu un touche-à-tout. Mais c'est touche-à-tout en fait, c'est un peu ça aussi, c'est d'être un caméléon. Et donc le fait d'avoir plusieurs activités, j'avais aussi plusieurs cartes de visite. Et les cartes de visite, on va certainement en parler dans quelques instants, mais c'est là que les choses ont commencé pour arriver jusqu'à Waylo aujourd'hui en 2025. Alors justement, présente-moi Waylo. Qu'est-ce que c'est ? Waylo, c'est un répertoire téléphonique révolutionnaire, bien sûr boosté à l'intelligence artificielle, puisque ce répertoire va permettre, dédié aux professionnels qui le souhaitent, enrichir les coordonnées de leurs contacts, de pouvoir ajouter des informations qui seraient manquantes. Si par exemple on a un contact avec un numéro de téléphone, une adresse mail, mais on n'a pas son site web, l'application va se comporter finalement comme un moteur de recherche, va aller rechercher de l'information sur Internet pour enrichir ce contact, mais en plus des choses intéressantes comme le formatage des numéros de téléphone en international, puisque quand on fait du commerce avec la France, la Belgique, l'Allemagne ou les États-Unis, un numéro en 02 ou en 06, ça ne passe plus. Exactement. Donc c'est l'enfer. Mais on ne connaît pas forcément tout le temps l'indicatif du pays, oui. Donc l'IA sait quel indicatif mettre, et elle va aussi rajouter des mots-clés pour pouvoir retrouver son contact plus tard. Parce que les gens qui regardent cette vidéo vont penser à mon prénom aujourd'hui, mais dans 3 jours, ils ne vont pas forcément se rappeler de mon prénom, mais ils vont se rappeler d'un détail. On a prévu de faire du business ensemble, par exemple. Ils vont se dire, tiens, carte de visite, ils vont taper quelque chose. Et l'IA aura compris, en fait, qui je suis, elle va avoir fait des analyses de moi sur Internet, et va créer une fiche complète, en fait, de mon contact. Donc, en gros, on n'a plus besoin de faire attention à la mise à jour de nos contacts sur le téléphone. C'est ça, l'idée, ça va être vraiment de penser le répertoire téléphonique comme un réseau social. Ce qui fait que si moi, je mets mes coordonnées à jour demain, elles seront à jour dans ton téléphone. C'est plutôt assez exceptionnel. Immédiatement. Oui. Parce qu'effectivement, on va... c'est vrai que comme tu le disais, des fois, on a des personnes, on ne les voit pas pendant des mois, ou même pendant plus que ça, ou même des fois, ils ont changé de téléphone, on n'est même pas au courant. On ne les retrouve pas, on a envie de les retrouver. Là, on n'aura plus besoin de faire quoi que ce soit. Il faudra quand même qu'on demande de faire une mise à jour, ou ça sera tout seul ? Non, au fur et à mesure, tout sera automatisé. Dans un premier temps, comme il y aura un mode team pour partager les contacts au sein d'une entreprise, la première personne, donc tout le monde va en fait partager ce répertoire professionnel, si on le souhaite bien sûr, un système d'administration, mais en fait un collègue qui a la connaissance que ce contact a changé d'adresse mail, de numéro, pourra le mettre à jour, ça le mettra à jour pour tout le monde, et on connectera l'ensemble au CRM ou aux ERP, donc les logiciels de l'entreprise, pour une fluidification complète des contacts. C'est comme un cloud en fait. C'est comme un cloud en fait, et donc du coup, la personne qui se trouve généralement, elle, à l'administratif, qui a besoin d'envoyer des factures, des devis, des relances, en général, cette personne-là, elle est complètement délaissée parce que le logiciel qu'elle a, le CRM, n'est pas forcément approprié pour la gestion de contacts, et c'est toujours le commercial qui a été sur le terrain, qui a dans son téléphone en dur... C'est lui qui a les données, les coordonnées, mais voilà. Pas le reste. Exactement. Donc là, l'idée, c'est que si j'ai les coordonnées d'un contact, l'IA de Waylo va enrichir le contact, ajouter des mots-clés pour le retrouver facilement, et synchroniser avec toute l'équipe de l'entreprise. Mais c'est un gain de temps monumental, en fait. Alors, effectivement. Tu as à peu près des données de gain de temps que ça peut procurer à une entreprise ? Dans certaines entreprises qui ont, je pense à des grosses sociétés qui ont par exemple jusqu'à 10 000 commerciaux, et on en trouve vraiment beaucoup, c'est jusqu'à 30% de temps perdu pour les commerciaux
de créer le contact, Oui. de rechercher les bonnes coordonnées quand il y a une mise à jour, quand l'email n'aboutit pas, rien que... On peut faire un test, hein. On peut mettre une personne à côté de moi en train de remplir une carte de visite dans son téléphone, et moi j'appuie juste sur le bouton scanner et en 1/1000 de seconde, l'information est rentrée et le profil est enrichi en plus. Oui, c'est ça, c'est que pour que tout le monde comprenne bien, donc, les gens, donc ton application, les gens vont donner leur carte de visite. Par exemple. Donc je te donne ma carte de visite, Voilà. Toi tu prends ton téléphone et avec cette application, il n'y a même pas besoin de QR code en fait. Pas de QR code, il n'y a Voilà, même pas parce que besoin sinon du tout en fait. ça va freiner. Ah. Là, il scanne la carte, il prend les infos clés, terminé, c'est fait, et c'est en plus mis à jour constamment. Voilà. Peu importe où il y a des coordonnées, que ce soit une carte de visite, que ce soit la signature d'un email, souvent c'est du JPEG, Oui. donc on ne peut pas les Oui. copier-coller, il suffit juste de scanner. L'IA va lire en fait comme un humain, donc et enregistrer les informations rapidement. Que ce soit sur le flocage d'un véhicule par exemple, moi j'ai jamais vu personne devant un véhicule en train de prendre des coordonnées. Non. Bah là maintenant c'est Oui, possible. on prend en photo souvent pour se On rappeler. prend en photo et mais la là, photo est perdue. Voilà, Elle est dans le exactement. fond des autres exactement. photos. Et même des coordonnées manuscrites écrites comme ça sur un post-it. Donc ça là, on fonctionne scanne et automatiquement, ça part dans l'application qui traite la coordonnée les coordonnées de la ça, personne. donc il y a la possibilité de scanner, donc c'est la photo canalisée. Oui. Il y a la possibilité d'importer les contacts de son répertoire. Donc même les vieux contacts, en fait, tout Oui. poussiéreux, on va les mettre à jour, on va enrichir les données pour retrouver facilement les contacts qu'on a perdus depuis longtemps. Ou alors tout simplement... quelque chose de révolutionnaire qui n'est pas encore sorti, là ça sortira avec Wello, c'est la création d'un contact en langage naturel. Donc C'est-à-dire fini la case nom, la case prénom, la case email, on écrit ce qui nous passe par la tête, on écrit des informations c'est de ce la que tu personne. disais, les fameux informations, on ne sait pas trop, on n'a pas les informations principales de la personne, mais des mots-clés qui nous viennent à l'esprit on va quand même mettre le nom et le prénom de la personne, ça reste un contact, on peut mettre donc le nom, prénom, numéro de téléphone et l'entreprise par exemple, et puis je m'arrête là et je clique sur créer mon contact et l'IA va rechercher l'information supplémentaire, on peut trouver l'adresse mail et la rajouter en allant par exemple lire sur le site web, on va lire l'intégralité du site web, les conditions générales d'utilisation, les mentions légales, tout ça on va condenser en un texte et on va mettre un résumé de cette personne et on va, par rapport à ce que l'IA a compris, rajouter des mots-clés pour retrouver. Donc scan, importation ou création en langage naturel, même en dictant le contact. Alors ça c'est pour l'aspect professionnel, Est-ce que pour l'aspect personnel ça peut fonctionner ? Je dirais que dans un premier temps, on va se concentrer sur les professionnels, puisqu'il y a quand même une réglementation RGPD et la CNIL c'est important de le préciser. Donc nous, on va traiter uniquement des données publiques, des données qui sont consenties, données par l'utilisateur, enfin le contact. Oui, dès lors qu'on met une publicité, qu'on flogue son camion, c'est qu'on... Voilà, on partage de l'information et il y a même plutôt intérêt. Hein, si vous trouvez une carte de visite par terre, je suis sûr que le plombier sera très content de recevoir un appel. Donc en fait, c'est ce genre de données qu'on traite. Plus tard, le système sera ouvert pour les particuliers qui souhaitent avoir un répertoire intelligent. Puisque, spoiler alerte, il y a 10 milliards de smartphones en circulation dans le monde, il y a 10 milliards de répertoires téléphoniques d'installer, c'est une application par défaut. Donc évidemment, quand on ouvrira un jour aux particuliers, ça permettra de mettre à jour sa petite communauté, de créer des équipes et avoir une mise à jour en temps réel de ses amis et de sa famille. Je fais une petite passerelle avec l'ambition, même si on y reviendra tout à l'heure. Il y a cette ambition-là, justement, de faire la deuxième étape avec les personnes, le particulier. Ouais, l'ambition, c'est de devenir vraiment la référence du répertoire. Le répertoire téléphonique actuel, c'est une application qui n'a pas évolué. Quand je vois Steve Jobs brandir l'iPhone 1 en 2007, ce fameux iPhone pour lequel je faisais des tutos à l'époque, et quand je vois l'iPhone 16 maintenant, le répertoire n'a que très peu évolué. Il n'a pas subi d'attention de développement. Ce sont des dizaines de fiches, les unes sous les autres, mal orthographiées, mal renseignées, des coordonnées obsolètes, et on ne peut pas être sûr que les coordonnées des gens soient à jour. Donc, en fluidifiant cette expérience comme un réseau social, si sur LinkedIn, Facebook, je mets ma photo de profil à jour, elle va être à jour automatiquement. L'idée, c'est ça en fait, c'est de pouvoir rendre ce répertoire téléphonique cross-platform pour n'importe qui, puisque déjà sur Apple, on voit qu'il y a une volonté de faire quelque chose. Lorsqu'un utilisateur Apple qui fait partie de la famille, du même cercle d'amis, utilise un iPhone, donc il faut que les deux personnes utilisent un iPhone, quand l'un met à jour ses coordonnées, ça propose de mettre à jour dans l'iPhone de l'autre personne. Mais c'est pas cross-platform, ça le fera pas si moi j'ai un Android par exemple.
Donc là, on est d'accord que ça peut aller sur tous les types de téléphones. iPhone, Android et à travers la planète. Il n'y a aucune restriction. Ok. Ça. Si je change de téléphone, on essaye de faire les transferts de données, mais on perd tout le temps Il suffit de réinstaller l'application. C'est tout. Juste, j'installe mon application, email, mot de passe pour se reconnecter, et on retrouve l'intégralité de ses contacts. Et ça, c'est même intéressant parce que certains pros ont un iPhone et un Android. Oui, et oui. Et il est même intéressant en fait dans la pratique, puisque si l'iPhone, c'est par exemple l'appareil qui est utilisé pour le travail. Et des fois, des professionnels laissent leur téléphone au bureau pour déconnecter un petit peu le week-end. Sauf qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être oublié d'appeler quelqu'un ou d'envoyer un mail, et là, le téléphone est au travail. Il suffit juste de se connecter sur Waylo avec son répertoire. Il y aura une passerelle entre les deux. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça à faire et on peut avoir toutes ses coordonnées. Et bien sûr, ça, c'est un élément qui est important, c'est la sauvegarde entre appareils. Et ce qui est très important, je parlais de RGPD tout à l'heure, c'est que nos serveurs sont exclusivement en France. Ce qui fait qu'on protège déjà la data, les données, c'est quand même des coordonnées ultra sensibles. Bien sûr. On les protège aussi du Cloud Act américain. Le Cloud Act se réserve le droit de lire les datas en clair, bien sûr sous réquisition, on sait comment fonctionnent les Américains. Il se réserve le droit de lire la data en clair des utilisateurs tant que l'entreprise est américaine, et peu importe si elle a un siège social en Europe, à partir du moment où l'entreprise est américaine, les renseignements ou le service, l'État américain se réserve le droit de regarder. Donc déjà, ça nous protège de ça. C'est une protection, ouais. Puisque l'iPhone, c'est américain, Android, c'est un système américain, Outlook, c'est américain, Microsoft. En fait, tous les outils qu'on utilise au quotidien chez les professionnels pour la gestion de data et des data sensibles, comme celle-ci, eh bien, tout est sur des serveurs américains, en fait. Là, on est sur des serveurs français. Ouais. On protège tout ça, on ne revend absolument pas les datas. Avec la législation française. Exactement. On ne revend pas les données chez Waylo. Vous payez le service, puisque le service est payant. Il y a une partie freemium, on en parlera peut-être après, mais on paye le service. Ce n'est pas pour que moi je revende derrière les datas. Et il n'y aura pas de publicité sur cette application. Ça, c'est important de le préciser, parce que souvent sur les applications, il y a des publicités et ça donne souvent envie de retirer, supprimer l'application. Je pars du principe que si mon produit est bon, les gens paieront pour l'utiliser. Alors justement, pourquoi tu as eu cette idée-là ? C'est quoi le déclic ? Parce qu'il faut y penser, c'est une idée extrêmement novatrice, alors qu'elle aurait pu être inventée depuis un bout de temps, parce qu'effectivement on est tous pareils avec nos coordonnées sur nos téléphones. C'est quoi le déclic pour toi ? Alors ce qui est marrant, c'est qu'on m'a dit mais c'est génial comme idée, et au contraire, moi je dis mais non, c'est tout bête comme idée. Il n'y avait pas besoin d'être ingénieur à la NASA. Elle est simple. Oui. Mais c'est souvent les idées les plus simples qu'on ne pense pas forcément à faire. Alors quand je parlais de ma pluralité d'entreprises, en fait, j'avais des cartes de visite. Voilà. Mais je me suis rendu compte que les cartes de visite, ça a quand même sa limite. C'est-à-dire que si je dois changer de coordonnées, la personne à qui j'ai transmis ma carte de visite, si elle m'a enregistré comme telle dans son téléphone, les coordonnées sont obsolètes. Ensuite, si je fais une erreur, je devais jeter mes cartes de visite à la poubelle. Puis quand je donne une carte de visite, j'en reprends une autre. Enfin bon, ça devenait très compliqué pour gérer les contacts. Je suis déjà passé par une phase où j'ai créé une application de carte de visite virtuelle gérée par un CRM. Ça, c'était ma deuxième start-up en 2022. Qui s'appelait ? Ça s'appelait Origami. Origami. Ouais. origa.me. C'était un petit jeu de mots, okay. ME pour moi, du coup. Et à partir de cette carte de visite, l'idée c'était qu'on pouvait mettre à jour les informations. On pouvait y mettre une vidéo, par exemple, on pouvait mettre un calendrier d'entreprise pour prendre des rendez-vous, Calendly par exemple. On pouvait vraiment mettre pas mal d'informations et gérer depuis le CRM, une interface qu'on avait développée, on pouvait mettre à jour les informations. Donc ça, c'est un premier jet. Et puis cette entreprise, je l'ai fermée en janvier 2024. C'est tout récent. C'est plutôt récent. Et j'ai voulu poursuivre sur cet élan dans la gestion de contact, puisque j'ai bien senti qu'il y avait vraiment un problème avec la gestion de contact pour les professionnels. Et en mars 2024, donc là, j'étais sur Lyon auparavant, et je suis revenu à Orléans, parce que je suis originaire d'ici quand même. Je suis revenu sur Orléans en mars 2024, je me suis installé au labo et j'ai développé une nouvelle application qui s'appelle Hub, qui est actuellement sur les stores et déjà déployée dans 175 pays pour le scan de cartes de visite. Ça fait juste
ça fait juste du scan de carte. C'est vraiment une fonctionnalité très D'accord. précise, mais je voulais voir s'il y avait une adhésion du marché. C'était comme un test ? C'est plutôt un test, ouais. Tu avais déjà MVP. la vision de Waylo, Ouais. mais tu t'es dit première étape, hub. Première étape, hub, un truc qui scanne les cartes et on va voir comment les gens utilisent ça. On va voir comment l'IA va réagir pour la création de mots-clés, ajouter de l'information supplémentaire. Et ça marche plutôt bien en fait. Et justement, pour parler de l'IA, comment on travaille avec l'IA pour ce genre d'application ? On a plusieurs systèmes. Soit on va utiliser des IA existantes, majoritairement des IA américaines, qui sont quand même très performantes. Le domaine de l'IA, c'est quelque chose qui change de semaine en semaine, voire de jour en jour. Donc en fait, c'est un truc qui est très très difficile à suivre. Mais on va avoir maintenant des IA chinoises. Tout le monde a entendu parler de DeepSeek, qui a révolutionné le secteur de par sa puissance et son prix très bas. Donc on peut utiliser des IA qui sont externes. On peut créer nos propres IA maintenant. Hein. On peut le faire, mais ça demande quand même un assez fort investissement de départ. En l'occurrence, pour l'application Waylo, c'est plutôt des connexions à des API d'IA existantes. Et pour le moment, effectivement, je traite avec de l'IA américaine. Faute de développer la mienne, mais ça viendra puisque c'est dans les tuyaux. Donc là, tu te développes au sein du labo, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Je suis accompagné par le programme d'accélération Saxo 45, qui est le programme d'accélération des startups du labo à Orléans. Et donc la société est bien domiciliée ici au labo. Donc ça n'a pas été très loin pour venir ? Ah bah non, et surtout qu'en plus physiquement j'habite à 500 mètres, donc c'était parfait. Je suis bien tombé. C'était parfait. Si tu veux bien, on va passer à la deuxième partie de cet épisode pour parler de l'ambition. Forcément, si tu es devant moi, c'est que tu as une certaine idée de l'ambition. Si tu pouvais me la décrire, quelle est ta définition de l'ambition ? Pour moi, l'ambition, si je devais la décrire, c'est une coque de 20 mètres de long, des mouettes au-dessus de la tête, et puis un verre de vodka martini à la main, au shaker, pas à la cuillère. Les passionnés de James Bond se reconnaîtront. Bon, c'est peut-être un petit peu extrapolé. L'ambition, c'est quelque chose, je pense, qui est propre à chacun. C'est une question vraiment personnelle. Et l'ambition, elle est à différents niveaux selon ce qu'on a envie de faire. Et ben, moi, j'ai une ambition de développer cette application, de passer les frontières, de devenir un incontournable sur les smartphones, comme pourrait être WhatsApp, en fait, pour la gestion des SMS ou des chats ou des appels vidéo. Donc ça, c'est vraiment mon ambition. C'est une ambition internationale. Après, pour d'autres personnes, l'ambition, ça va être d'avoir au moins de quoi se loger et de se nourrir. Peu importe l'ambition, l'objectif à atteindre, c'est ce qu'on a en tête. Oui, donc pour toi, l'ambition, ça peut être personnel, ça peut être professionnel. C'est le but comptant. Exactement. L'ambition, donc tu as créé ta première entreprise à 26 ans. C'est quelque chose, tu disais, dans ta famille. Donc tu as été nourri par l'ambition, comment ça s'est passé ? J'avais un père qui était très très directif. Mon père est décédé en 2016 et il avait 56 ans. Il est parti faire un tour de vélo, il n'est pas revenu, c'est quelque chose qui a été assez difficile à accepter. Ouais. Et au moment de son décès, on avait une entreprise de famille, on avait une menuiserie qui existait depuis plus de 210 ans. Donc de génération. De génération en génération. Donc c'était quelque chose qui a été transmis avec de la menuiserie traditionnelle. Et en fait, j'ai un petit peu été dans cet environnement d'entrepreneuriat dès le début. Ma mère avait des salons de coiffure et d'esthétique, donc c'est pareil. Oui, donc des deux côtés, c'était des entrepreneurs. Oui, des deux côtés, ils étaient entrepreneurs. Mon grand-père était entrepreneur. Alors, du côté de ma mère, mes grands-parents n'étaient pas entrepreneurs, mais du côté de mon père, un peu plus. Et puis, après, c'est parler avec des amis entrepreneurs. Et puis, Donc, si tu dis que ton père est décédé en 2016, ça veut dire qu'il t'a quand même connu quand tu as lancé ta première structure. Ouais. Qu'est-ce qu'il te disait ? On a toujours deux cas. Plus je fais d'émissions, et plus je me rends compte qu'on a des gens qui ont été entrepreneurs, mais qui vont pas forcément
pousser leurs enfants, et qui vont des fois dire je sais ce que c'est, fais attention. Eh ben, je crois que tu as répondu à ma place parce que tu vois, je pense qu'on le verra à la caméra, j'ai fait un petit, petit mouvement. En fait, l'entrepreneuriat, c'est une drogue. Franchement, on a envie d'y aller et on sait qu'on va se prendre des murs, on sait que ça va être difficile, on sait qu'on va perdre de l'argent. Et je ne sais pas pourquoi on est attiré par ça. On y va encore. C'est comme un shooter, un parachutiste va se lancer. Au début, il y a peut-être une appréhension et puis en fait, après ça devient une drogue. Effectivement, après, il y a deux milieux différents. Il y a l'entrepreneuriat, la PME classique et il y a les startups qui sont encore un milieu un petit peu différent. C'est encore différent, oui, tu as raison. Et la plupart du temps, j'entendais mon père se plaindre de l'URSSAF. J'entendais dire qu'il allait commencer sa deuxième journée le soir parce qu'après avoir fait toute sa journée de menuiserie, je le voyais dans l'administration à créer les devis. Et puis, très peu de temps, en fait, pour la vie de famille. Ma mère, de son côté, c'était pareil. Elle avait un peu moins d'administratif, mais pour le coup, elle avait plus d'employés. Oui. Donc, il y avait aussi des choses à gérer. Voilà, il y avait pas mal de choses. Donc, en réalité, quand mes enfants actuellement me demandent le dimanche, est-ce que papa, tu as le temps de faire un jeu avec nous ? Des fois, je me dis, cette phrase, est-ce que tu as le temps de faire un jeu ? Je me suis dit que je perds du temps, je loupe des choses. Mais en fait, je pense qu'on ne peut pas non plus avoir... pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. Bien sûr. Donc c'est vrai que ça me renvoie à mon passé où j'ai passé très peu de temps à faire des jeux. T'en as souffert, toi, à ce moment-là ? Je dirais que non, parce que on s'y habitue, je pense. Puis j'ai deux frères, donc du coup, on jouait un petit peu ensemble, on s'occupait. Mais le fait de l'entendre, en fait, de mes enfants, ça me renvoie un petit peu au passé. Et je me dis... est-ce que je ne suis pas en train de leur saboter leurs souvenirs du futur ? Moi, je sais que j'ai deux enfants. J'ai là, la plus grande qui a 3 ans et demi. J'essaye au maximum de jouer avec elle, de lui montrer que je suis présent. Mais c'est vrai que des fois, il y a des moments où c'est un petit peu plus creux, on y arrive, et pourtant, il faut quand même cravacher, parce que c'est les moments creux où il faut préparer la suite. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident d'allier les deux. Et comme tu dis, c'est une drogue. On ne peut pas se passer de ça. Quand on a goûté à l'entrepreneuriat, c'est difficile de revenir en arrière. Et oui, parce qu'on a cette sensation de liberté. Alors j'entends des fois dans le réseautage, dans les événements, des gens qui me disent qu'ils veulent passer de salariés à entrepreneurs parce qu'ils veulent avoir leur temps pour eux. Je regarde la caméra et je leur dis, c'est pas la raison pour lequel on passe entrepreneur. On n'a plus de temps pour nous. On est plutôt esclave un petit peu du timing. Par contre, on a la liberté de créer ce qu'on a envie de faire. Et si on veut faire quelque chose dans ce sens-là, alors on le fera dans ce sens-là. C'est l'avantage. On parle des enfants et on ne parle pas des époux. Ou des épouses. Exactement, c'est vrai. Et l'ambition, justement. Avoir un mari ambitieux, c'est plutôt difficile pour ma femme. Parce qu'en fait, je ne peux pas m'arrêter. Le soir, dès que j'ai un truc, je pense à quelque chose, je me relève du lit, je retourne sur mon ordinateur et je bosse. En fait, c'est compliqué. J'ai perdu énormément d'argent dans d'autres projets, le précédent, Origami. Et c'est des choses qui sont très difficiles à accepter pour les conjoints. On parle beaucoup souvent la solitude de l'entreprise, de l'entrepreneur, mais on ne parle pas assez souvent du choc que doivent subir les époux et les épouses. Elle est salariée du coup, à ce que je comprends. Elle est salariée. Donc c'est vraiment effectivement deux visions différentes. Oui. Et du coup, je ne conseille pas souvent d'avoir 2 entrepreneurs à la maison parce que ça peut des fois bloquer. Parce que il y en a un qui va qui va passer trop de temps sur son projet. Les 2 entrepreneurs vont vraiment passer beaucoup de temps chacun sur leur projet. C'est des coups à plus voir, quoi. Et du coup, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, on se voit plus. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui est salarié à la maison avec donc des horaires un peu plus conventionnels, classiques, déjà ça permet de faire une présence plus affirmée pour les enfants aussi. Et puis ça permet de concilier quand même les deux. Mais l'épouse, oui, c'est toujours quelque chose de compliqué. Mais heureusement qu'elle est là. Et ça fait 18 ans qu'on est mariés. On vient d'arroser nos 18 ans de mariage, donc ça n'a pas été tout le temps facile. Mais c'est comme le parcours d'une entreprise. Que je fasse des épisodes sur les vies des entrepreneurs aussi. Mais en fait, l'entreprise, c'est pas seulement une boîte. Bien sûr, c'est le tout. Entreprise, ça veut dire entreprendre quelque chose, entreprendre un projet. Entreprendre un mariage. Exactement. Un mariage est une entreprise. Exactement.
On a vraiment c'est la vie. Hein. Pour le moment, c'est la seule que j'ai bien réussi d'ailleurs, entreprise. C'est mon mariage et ma vie de famille. J'ai envie de dire, je pense que même si on est drogué au monde professionnel et à l'entrepreneuriat, réussir sa vie de famille, c'est très important, c'est les bases. Et puis moi, je pars du principe qu'on n'a qu'un seul passage à faire sur cette planète, donc je compte le réussir. Alors, au niveau de l'ambition de ton ambition pro, on revient 5 minutes dessus. D'après ce que j'ai compris, Hub était une étape. Mais peut-être qu'avant, Origami, tout ça, c'était aussi des étapes pour arriver à Hub, peut-être. Je crois que tout est une étape. Hein. À partir du moment où on marche, où on met le premier pied par terre et qu'on avance, ça, c'est une première étape. Donc, chaque entreprise nous fait prendre conscience de certaines choses. Ça peut être un marché, ça peut être une difficulté, ça peut être des compétences. On apprend au fur et à mesure. Et en fait, on développe. Donc, tout est une étape. Et peut-être même que Wello est une étape par rapport à la Donc, c'est prochaine... ce que j'allais te demander. Wello serait une étape, peut-être. Pour le moment, tu n'as pas réfléchi dessus. Tu te focalises sur Wello. Par contre, c'est ça qu'il faut faire. On a des idées. Il y a des choses, il y a des choses incroyables qu'on pourrait améliorer dans le monde du numérique encore. Des choses... je dirais que c'est peut-être ma spécialité de trouver des vieux trucs et puis de les remettre en sauce 2025 et plus. Mais il y a encore pas mal de choses à refondre dans ce domaine. Mais pour le moment, effectivement, on se concentre sur Wello. Et il faut faire de cette petite entreprise et start-up une vraie pépite. Alors justement, je t'invite à regarder la caméra et de dire aux téléspectateurs où ils peuvent retrouver Wello. Alors l'application Wello peut être retrouvée sur le site wello.ai, wailo.ai, et sur Play Store et App Store, donc Android et iPhone. Merci beaucoup Vincent. Merci.